Et bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Zeugma, l'émission 100% slam, 100% poésie. Aujourd'hui avec Émilie. Bonjour Émilie. Salut. Yeah, nous accueillons un invité dont le parcours ressemble à une bibliothèque vivante. Une bibliothèque où se croisent des pirates, des poètes, des philosophes, des super-héros et surtout des songes à n'en plus finir entre Batman, poésie, essais littéraires, biographie, chroniques radio et en ligne. Lucas publie en 2021 Les Promesses du Soir, un recueil de poésie chez Librinova. En 2026, il publie 2 livres différents mais héritiers de ses passions. Un sur Edmond Rostand et un autre sur les pirates. Un auteur qui nous fait voyager dans ses songes et nous fait voir le monde d'une autre façon. Bonjour Lucas, merci d'être avec nous. Et bonjour, quelle merveilleuse introduction. Eh, t'as vu ça ? Oh là 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 là, on m'a jamais aussi bien présenté. Ça y est, j'innove un petit peu. Maintenant, je présente les invités. Mais les invités doivent se présenter aussi. Lucas, raconte-nous un petit peu ton parcours. Pourquoi es-tu ici ? Eh bien, parce que j'ai eu la chance d'être contacté par toi qui m'a fait l'honneur de pouvoir figurer dans ton émission. Super, oui, c'est vrai qu'on est très heureux. Ouais, bah moi aussi, je suis très, très content, vraiment très fier de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Donc, c'est top. Et puis, pour me présenter, par quoi pourrais-je commencer ? Je suis passionné d'écriture depuis, ma foi, une bonne paire d'années. Okay. Je me souviens que j'ai commencé à écrire sur les Windows 95. Oui, tout à fait. Oh là là, c'est vieux, Seigneur. J'ai commencé à écrire là-dessus, j'avais... 10 ans, une dizaine d'années à peu près. Peut-être, à peu près, une petite dizaine d'années. Et puis, j'écrivais des fanfics sur Batman, justement. Ouais, très bien. Et puis, des trucs sur les pirates. Et puis, depuis, j'ai tout jeté, évidemment, parce qu'on est dans la fougue de la jeunesse et on se dit... j'arrêterai d'être un écrivain maudit un jour, mais et en fait j'ai commencé là-dessus, et je me suis vite tourné vers la poésie, parce que c'est un format court, c'est un format que j'aime bien, et c'est un format qui a à la fois une tendresse et une puissance de feu absolument magnifique, et qui m'a tout de suite correspondu. Ouais, très bien. Super. Donc voilà, et puis après je me suis un petit peu diversifié à partir du moment où j'ai commencé à faire des chroniques radio, des chroniques textuelles, etc. J'écrivais aussi un peu de philo, mais j'ai gardé ça pour moi, pour mes nuits mélancoliques ou nostalgiques, mais voilà, c'est un peu mon parcours, et puis me voilà aujourd'hui devant vous. Ouais. Ça va vite, ça va à la fois très lentement mais très vite aussi, la vie. Oui. Donc, mais c'est super en tout cas. Donc oui, c'est vrai que t'as écrit très tôt, à l'âge de 10 ans à peu près. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire Est-ce que c'est ton imagination ? Est-ce que c'était une envie, une urgence ? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ? Un besoin profond, je pense, de m'incarner dans un monde qui me correspondait mieux que celui qu'on a aujourd'hui. Oui. Ou celui qu'on avait hier, puisqu'on parle quand même du moment où j'écrivais à 10 ans, il s'est pas amélioré. Donc voilà, je continue malgré tout à penser que voilà, c'est un besoin d'évasion et un immense besoin de m'incarner dans des mondes qui ont eu la vertu de me faire rêver, d'où l'importance du rêve. Et du coup, est-ce que tu es fils unique ou pas ? Oui. Voilà. J'ai cette chance... Ou ce malheur, ça dépend, ça dépend comment on le voit. Ouais. Je suis enfant unique aussi. Ouais, je le suis. Et du coup, on n'a pas un copain, on n'a pas un frère, on n'a pas une sœur sur qui taper, sur qui gueuler, sur qui s'exprimer ou sur qui sentir ce soutien. Et du coup, seule l'imagination, le fait de vouloir partir dans un rêve, moi je trouve qu'il y a quand même un lien. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais. Je suis pas psychologue. Mais j'aime cette tournure de l'émission en mode installez-vous sur ce divan. Non, parle-moi de ta mère. Non, on n'en est pas là. Mais non, mais parce que ça m'a quand tu as dit ça justement par rapport à tes 10 ans, moi ça m'a interloqué parce que j'ai vécu un peu le même truc et d'où la question, et puis Marie répond qu'elle aussi. Ouais. Voilà. Pour ça. On peut juste s'interroger. C'est juste des interrogations. Oh, qu'est-ce que j'en ai des interrogations, ma pauvre. C'est super. Oui, je suis pauvre. Mais oui, s'enfermer dans un imaginaire, en effet. Et est-ce que tu te souviens, comme tu as écrit très tôt,
Est-ce que tu te souviens de ton premier texte, mais de celui dont tu as été le plus fier, que tu as montré, je sais pas, à ta maman, à des copains, en disant ça y est, je vais être le plus grand écrivain du monde, ou j'en sais rien. L'avantage, c'est que j'ai eu des parents merveilleux. Super. Et en règle générale, mes parents ont été divorcés très rapidement dans ma vie d'enfant. Et quand j'étais chez mon père, j'écrivais justement sur son Windows 95, parce qu'à l'époque c'était à la mode. Yes. Et en fait, quand j'écrivais un truc, j'avais la chance d'avoir mon père qui regardait la télé juste à côté. Et donc du coup je lui lisais ce que je faisais, et il a été j'ose dire à la fois mon premier témoin, ma première victime, ma première écoute, ma première oreille, et puis et en fait mon papa n'est pas forcément quelqu'un qui est très immergé dans l'aspect Batman, etc. Mais il a une approche, alors il se refuse beaucoup de le dire, mais moi je l'ai toujours maintenu, parce que je pense que c'est aussi à lui que je le dois. Je dis aussi parce que c'est beaucoup ma maman et beaucoup mon papa. Où il a une approche poétique, il écrivait des poèmes à ma mère quand ils étaient ensemble, enfin bon voilà. Et en fait, ça a été ma première oreille en fait. Et, alors il avait pas grand chose à me dire si ce n'est c'est bien mon fils, comme tous les parents qui veulent faire, et on les en remercie, plaisir à leurs enfants. Mais c'est là en fait que j'ai pu affûter un petit peu la lame de ma plume, ou affûter ma plume directement sur ces fanfictions. Puis après, avec la découverte de l'adolescence et de ces mystères et de ces passions, je suis allé vers la poésie, à me dire pourquoi si, pourquoi la vie, pourquoi moi, etc. Ouais, voilà. Ok. Et justement, c'est intéressant parce que ces univers-là de pirates, Batman... Avec les pirates, on voyage, avec Batman aussi, quelque part. Est-ce que ces univers-là, aujourd'hui, parce que là, c'était quand tu étais plus jeune, quoique les pirates, non, c'est un peu maintenant, mais aujourd'hui, quelle trace ça a laissé, en fait, dans ton écriture ? Dans mon écriture, alors, plutôt un désir de liberté et de voyage. Oui. Pour moi qui suis quand même, il faut l'avouer, même si j'aime découvrir, quelqu'un d'assez casanier. Okay. Je t'ai dit en off qu'effectivement j'étais quelqu'un d'assez sensible. Moi, j'ai besoin de récupérer mon énergie un petit peu. Et toutes les passions dont je t'ai parlé, Batman, les pirates, Harry Potter, enfin toutes ces sagas avec lesquelles j'ai grandi, je les ai gardées. D'accord. Le Seigneur des Anneaux, enfin bon, tout cet aspect un peu pop culture, les super-héros. Top. J'ai gardé tout parce que j'ai l'impression qu'avec mon adolescence et ma post-adolescence, il y a eu, à un moment donné, cette plongée dans le monde adulte trop vite, trop tôt, trop difficilement. D'accord. Et aujourd'hui, je m'emploie, et c'est pas forcément toujours compris, parfois ça l'est, et heureusement, la plupart du temps, mais je retrouve ce besoin de me conjuguer toujours à l'enfance. Ouais. Et du coup, retrouver cette enfance, c'est impératif pour moi. Ouais, et donc, je comprends tout à fait. Et donc de t'évader aussi, quoi, quelque part d'un monde quotidien, qui est anxiogène, étouffant. Ouais, je suis pas très à l'aise. Ouais, il y a un côté rassurant dans la régression, en fait. Enfin, tout ce qui est régressif dans notre vie d'adulte, il y a un côté rassurant. Oui, oui, totalement. Moi, tu me mets une marelle devant moi, moi j'y vais. Saute et on y va. Ouais, non, c'est hyper sécure. Ouais. Quand on a eu une enfance assez encadrée. Ouais, et c'est surtout que j'ai toujours difficilement compris pourquoi justement les adultes reniaient autant le pouvoir de l'enfant. Donc je l'ai fait parce que j'ai pas tout de suite compris justement la démarche dans laquelle j'étais, voilà. Et j'ai compris qu'en fait j'avais besoin de l'enfance. Et cette dynamique-là, je l'ai d'autant plus assumée quand j'ai commencé à récupérer mon enfance. Et tu n'es pas, si c'est pas indiscret, hein, tu n'es pas parent, tu n'es pas non. Papa, d'accord. Non. Okay. Parce que ça, on le retrouve, et moi, j'ai des enfants, et mes enfants sont devenus adultes, et du coup, c'est mes propres enfants qui me regardent des fois en me disant « Mais maman, tu déconnes », parce que je retrouve ce côté régressif que je retrouve dans l'impro, que je retrouve à n'importe quel moment pour déconner, quoi. Enfin, juste pour la déconne. J'en ai vite voulu aux adultes, en fait, d'être trop adulte. Et moi, il y a un conte, enfin surtout un dessin animé, parce que je lisais peu, et malgré le fait que je sois littéraire, j'ai du mal à lire. J'ai été bercé par Peter Pan. Et moi, les pirates, ça a commencé avec le Capitaine Crochet. Okay. Et ça a une métaphore
métaphore. Enfin, je veux dire, en psy, totalement. puisqu'on parlait de psy juste avant, voilà, Peter Pan, ça a un sens. Alors, je sais pas si j'ai le syndrome de Peter Pan, mais j'ai en tout cas peut-être celui du Capitaine Crochet. Donc voilà. Mais tu as tes deux mains. Oui. Bah, en fait, laissez-les-moi. Il y a une lecture qui dit que le Capitaine Crochet, ce serait Peter Pan qui a grandi, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Après, il y a plein de lectures. Mais je la trouve intéressante. intéressante, cette lecture-là. Ouais. Côté que, en fait, finalement, le Capitaine Crochet aimerait aussi être un enfant, quelque part aussi. Et donc, on va retourner à toi, à tes écritures, tes écrits. Donc, en 2019, alors on peut plus le trouver aujourd'hui, mais tu publies les poèmes noctambules. Moi, c'est le terme noctambule qui m'intéresse. Pourquoi ce titre ? Parce que, et c'est souvent toujours le cas quand j'écris le soir, la nuit. Super. Et c'est pas forcément gage, je vais pas dire de qualité, mais de bonheur dans l'écriture. Oui, souvent la nuit. Parce que c'est une plume qui est agressive, c'est une plume qui est mélancolique, c'est une plume qui sent la solitude, c'est une plume qui se convainc aussi que malgré le noir du monde, il y a quand même un petit peu de bonté, il y a quand même tout ça, et c'est une plume qui a tendance à souffrir des affres de l'obscurité aussi, hélas. Et pourquoi, du coup, on ne trouve plus ce recueil ? C'est tout simplement parce que, comme un peu, très certainement, bien d'autres gens avant moi écrivant quelque chose se sont dit « Oh là là, ça mérite pas, j'enlève ça, et puis voilà. Ouais. » Et c'est surtout aussi parce que, en 2019, les recueils de poésie que j'ai publiés, c'est toujours des recueils de compilation, enfin, littéralement, puisque recueil, c'est compilation, mais de recueils que j'écris avant. Et donc, 2019, ça a été, du coup, tous les poèmes que j'ai écrits dans ma post-ado. Okay. Et c'est tous des poèmes qui, du coup, sentent qu'il y a un besoin de rébellion. Il est toujours chez moi, il suffit d'écouter. C'est une de mes chroniques sur Fadjet, voilà. Mais il y a ce truc où j'ai senti que j'écrivais en particulier des trucs envers des gens que j'aime, que j'avais pas besoin de laisser dans un papier. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai préféré enlever ce recueil, parce que je savais que je pouvais faire mieux, que je pense modestement avoir fait mieux, que je referai encore mieux, peut-être. Et donc, du coup, j'ai dit, on aura d'autres traces à laisser que ça, et puis, voilà, advienne que pourra. Et donc, oui, après, justement, parce que donc il y a le mot noctambule, après, tu publies Les Promesses du Soir en 2021. Toujours. Tu vois, la présence du soir. Et qu'est-ce qui a changé justement entre ces deux recueils ? C'est à la fois tout et pas grand-chose. Okay. C'est des poèmes un peu plus matures, avec une plume un peu plus exercée. C'est aussi la prise de conscience de l'amour qui est passée par là. Voilà, amour quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence, disait La Fontaine, c'est pas pour rien. Oui. Voilà, donc c'est les affres de ça, le bonheur de ça, c'est peut-être moi en mieux, moi en pire, je ne sais pas, je peux pas te répondre autrement que ça. D'accord. Qu'est-ce qui a changé Ouais, tout et rien. Tout et rien, mais ça c'est une bonne réponse. Tout le temps. Le temps. Juste le temps qui passe. Le temps qui passe. Ouais, et qui emporte avec lui les rires des enfants. Oui. Et on retrouve souvent le rêve dans tes projets, justement. Avec mon introduction, je parle de tes songes. Ouais. Pourquoi ce motif revient autant en fait dans tes projets ? Parce que le monde m'asphyxie. J'aime beaucoup je suis un admiratif d'Edmond Rostand, tu as eu la gentillesse de le dire, mais j'aime aussi beaucoup l'Albatros de Baudelaire. Ah oui. Et exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher, c'est deux vers qui me parlent énormément. Et en fait, le monde aujourd'hui m'asphyxie. J'ai pas l'impression d'être suicidaire, parce que voilà, j'adore vivre et j'aime profondément la vie. Je pense même que je suis un bon vivant, mais je sais pas si c'est un déni de réalité, peut-être. J'en sais rien, mais j'ai besoin du confort ouaté des nuages pour pouvoir respirer en bas. Et c'est beau. J'ai pas fait exprès. À garder pour un poème. Ouais, mais peut-être. Bravo quand même. Mais j'ai besoin de ça parce que en fait, je ne pense pas, si je peux me permettre de corriger, je ne pense pas que ce soit le monde qui m'asphyxie, mais je devrais dire plutôt la société.
la société telle qu'elle est faite. Parce que moi, le monde, enfin, je veux dire, si tu me laisses une forêt, on a la chance d'avoir les Vosges à côté de nous. Si tu me laisses ça, si tu me laisses le bonheur d'espérer dans une forêt, je suis l'homme le plus magnifique du monde. Mais par contre, quand t'es face à des médias, quand t'es face à des trucs qui cherchent à... Et moi je suis vite asphyxié et comme du coup comme tout bon romantique que moi j'adore parce que je suis un fanatique du romantisme, voilà, je vis mal ça et donc je suis fait pour une société faite de valeurs qui se perdent, je pense, ou qui se sont perdues ou qui se sont peut-être transformées, qui sait, mais voilà, donc je suis un peu je pense qu'à partir du moment où t'es un peu mélancolique, enfin moi oui. Du coup, tu me parles beaucoup quand tu parles. Déjà, tu parles très bien, c'est super cool, c'est très touchant. T'allumes les infos, tu te prends 3 Xanax, quoi. Enfin, c'est le système sociétal, parce que on pourrait très bien vivre dans une société mais c'est un choix romantique, mais c'est compliqué. C'est un choix, enfin, je veux dire, de dire plutôt la vieille s'est fait trucider plutôt que tiens, tel enfant, parce que on dit souvent les nouvelles générations puent, enfin, je veux dire, non, il y a beaucoup de critiques mais qu'on peut faire à la nouvelle génération, mais moi, je suis dans ma vie, je suis formateur en culture G, je forme des BTS, et je vois bien que j'ai devant moi souvent des jeunes qui ne croient pas en eux, des jeunes qui n'ont pas forcément croisé les bonnes personnes, et je vois qu'il y a quand même un trésor à exploiter. Je dis pas que c'est celui qui est le mien avec mes extravagances, ma piraterie et tout ça, mais il y a un trésor à exploiter. Le problème, c'est que je déteste les vieux qui disent « Oh là là, les jeunes, c'est souvent ils sont aigris », c'est justement ceux-là qui du coup ont perdu l'enfant qui était en eux. Et pourtant, ils ont bien profité de cette génération. Ça, tout à fait. Des 30 glorieuses, etc. Et pour continuer dans ce que tu dis, moi j'ai 2 enfants qui sont maintenant adultes et moi j'ai jamais vu autant une génération bosser. Avoir envie de bosser. Mais vraiment. Et de changer le monde aussi. C'est pour ça que c'est d'autant plus injuste quand ils se prennent dans la tronche, ils bossent plus. Et ça, c'est infâme. Et le problème, c'est que c'est ce que je vois dans mon défi d'enseignant, c'est que je me dis, mais merde, putain, ça me fait chier d'entendre ça. Enfin, je suis désolé d'être vulgaire, mais je me dis, mais alors qu'il y a un trésor et quand on essaye de les exploiter, ils sont tout timides comme ça parce que exilés sur le sol au milieu des huées, leurs ailes de géants les empêchent de marcher. Voilà. Et d'ailleurs, ces mêmes vieux qui étaient jeunes et à qui on a dit que c'était mieux avant. Donc en fait, ils ne font que reproduire ce qu'on leur a dit quand ils étaient jeunes. Mais attention, moi, je peux pas non plus dire que quand je dis la société elle pue, que j'ai pas tendance, et je l'ai fait pendant un bon nombre d'années, de dire c'était mieux avant quand même. Mais je me suis dit depuis quand même quelques temps que même si j'aime la piraterie, même si j'aurais adoré être un pirate, que ne pas mourir du scorbut, ne pas choper une syphilis. Ouais, mais il y avait du rhum. Ouais, mais non, ferme. Donc il y a quand même un truc où j'ai appris aussi à me réconcilier avec mon époque. Mais par contre, je la critique ouvertement et on sent quand même que je suis pas le plus adapté, quoi. Ça, mais c'est après vivre dans son époque. D'une, on n'a pas le choix. Et de 2, la critiquer, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on a envie que ça évolue, on a envie qu'il y ait quelque chose qui se passe pour les choses négatives. On a aussi des choses positives dans notre vie. Oui, tout à fait. Il n'y a plus que de raison, parce qu'on évoque beaucoup le négatif, mais diable qu'il y a de positif et de fraternité à concevoir et à prendre soin. Et puis on en voit tous les jours. Faut juste aller la chercher. C'est ça. Ou mettre la caméra sur la bonne... Par exemple. Oui. Pas sur Pascal Pro, pardon. Oui, voilà. Tu pourras couper si tu veux ça. Et donc, justement, j'embraye un petit peu, mais comme tout ce qu'on dit est beau, je vais essayer de faire un peu dans le beau aussi. Donc pour toi, écrire, c'est rêver ou réveiller quelque chose? Les deux, mon capitaine. Yes. Les deux, mon capitaine, parce que c'est rêver. Quoique, c'est réveiller. Oui, c'est les deux, mais j'ai envie d'aller vers réveiller quand même, parce que c'est une manière d'apaiser, mais c'est-à-dire qu'il y a une... J'aime beaucoup un mot que j'ai appris dans une poésie d'un romantique très peu connu qui s'appelle Petrus Borel. Il parle de scorie. Et la scorie, c'est quoi? C'est les restes qui restent de la lave des volcans. Et en fait, moi j'aime beaucoup cette métaphore-là parce que on va chercher quelque chose de mauvais pour s'apaiser. Et c'est souvent que je me rends compte que si ce n'est pour raconter des conneries dans des poèmes où je raconte des bêtises ou que voilà,
J'arrive pas à écrire quand je suis heureux. Parce que justement, j'ai pas ce besoin en tant que plume d'aller chercher le bonheur pour le transformer, puisque je vis profondément ce bonheur-là. Et c'est pour ça que ma poésie, même s'il y a une dose d'optimisme, est souvent versée vers une forme de mélancolie ou de nostalgie, parce que c'est vraiment un désir profond d'apaiser considérablement un trouble, une tristesse profonde, une peine de cœur, ou alors quelque chose qui m'anime. Et comme les sentiments, moi je dis toujours que ma poésie, elle provient des sentiments, c'est jamais très, très, très original, ou voilà, mais c'est parce que j'ai un sentiment en fait qui explose, et comme je suis très 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 sensible, j'ai besoin de déverse ça, parce que si tu gardes ça en toi, et Dieu sait que des choses en moi j'en garde et c'est pas bon du tout, ça me fait péter les plombs. Je te rejoins le besoin d'écrire en général, il est là quoi, c'est-à-dire que tu parles de mélancolie, c'est un mot que j'adore en fait, puisque ça résume un peu je trouve personnellement toute ma vie, mais la vie de certains aussi. Quand on est très heureux, on vit le moment, on est dedans, quoi. On a notre corps exprime ça. Et du coup, quand ça va pas ou quand ça redescend, moi j'appelle ça le roller coaster émotionnel, la mélancolie, la tristesse, le constat que c'était génial ce coup-là, mais force est de constater que là ça va pas trop. Faut déverser, faut écrire. Enfin, en tout cas pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent aussi. Et j'ai rarement entendu, en fait, en slam, par exemple, j'en ai entendu des slams de courage, par exemple, des poésies de courage, de allez, yalla, on y va, la vie est géniale. J'en ai peu entendu. Enfin, c'est un constat, c'est comme t'en parlais, tu vois, Lucas, je me suis dit, parce que c'est difficile en fait, ouais. Mais c'est en fait, mais pourquoi on le fait pas? Enfin, je suis en train de me poser la question, pourquoi moi quand je suis super heureuse, quand je sors de spectacle, quand machin, pourquoi je le fais pas? Parce que tu vis. Parce que je le vis. Comme tu disais, tu vis l'instant présent, et donc comme tu le vis, t'as pas besoin de l'écrire en fait. Mais je pourrais l'écrire le lendemain, mais c'est pas là, c'est plus pareil. Il y a pas le truc, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais la mélancolie. Puis ça devient vite. Enfin, moi, j'ai déjà essayé d'écrire sur le bonheur. Après, j'ai relu, j'étais là, oh là, qu'est-ce que c'est cliché. Enfin, j'ai essayé d'écrire un peu sur le bonheur. Mais les choses les plus simples, les plus à vivre, sont des choses clichés. Oui. Enfin, je veux dire, on n'a pas inventé l'eau chaude, et ce depuis Socrate ou même les premiers poètes, Horace. On n'a rien inventé depuis. On a inventé des formules d'expression, on a inventé des mouvements, et encore, ce sont plutôt les intellectuels qui les ont façonnés, ces mouvements-là. Mais on n'a rien inventé. Ce qui séduit toujours aujourd'hui les jeunes, c'est l'amour, c'est la puissance de l'amour, c'est ce qui nous terrasse, c'est ce qui... Moi, c'est... Et bon, je suis encore un petit peu jeune. et je ne sais pas. J'ai la chance d'être un petit peu jeune. Et donc, du coup, je garde quand même cette puissance fascinatrice de l'amour qu'on ne vit pas forcément bien, qu'on n'a pas appris à vivre, qu'on n'a pas appris à réguler aussi parfois. Et c'est toujours la même chose. Les vieux, ils s'inquiètent de mourir, et on les comprend parce que ça peut faire peur, mais il faut aussi savoir se préparer. Les jeunes aiment l'amour, les middle. Les middle, les moins jeunes s'inquiètent de savoir ce qu'ils vont devenir parce qu'ils sont contraints, hélas ou heureusement, de devoir aller travailler, et c'est pas forcément compris par les plus jeunes, et ni parfois par les plus vieux non plus. Donc forcément que c'est cliché d'écrire sur des choses, parce que les choses les plus simples, les plus fortes à vivre sont des choses clichés. Enfin, je veux dire, il y a rien de mieux qu'une embrassade, et l'embrassade, on la résume très vite aujourd'hui par le peace and love. Oui. Donc oui, mais il y a rien de plus intense qu'une chose banale. Et c'est pour ça qu'aussi dans ma poésie, j'alerte aussi sur les choses, se méfier des apparences. Sur Instagram, j'utilise un pseudo qui est le silène onirique. Onirique pour rappeler le rêve, d'une manière sempiternelle. Mais le silène, c'est aussi, pour faire un rappel aussi à l'Antiquité, le silène, c'était une personne qui était horriblement laid. Enfin, horriblement laide, puisque je parle de la personne, et à partir du moment où il se mettait un coup dans le pif, il disait des choses intelligentes, et c'était justement pour
alerter sur se méfier des apparences. Et aujourd'hui, je trouve que dans une société d'apparence, il n'y a rien de mieux que de dire faites gaffe quand même, parce que derrière le vernis, derrière un vernis, il peut y avoir un rat d'égout, et derrière un rat d'égout, il peut y avoir justement une magnifique souris. Oui, aussi. Donc voilà, et avec les préjugés de notre société, on a du mal à voir ça. C'est vrai. Et sur ces bonnes paroles, chères auditrices, chers auditeurs, je vous invite à écouter le premier choix musical de Lucas, qui s'appelle Space Oddity, c'est de David Bowie, et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Et rebonjour à toutes et tous, nous sommes toujours dans Zeugma, l'émission 100% slam, 100% poésie. Voilà, donc on a écouté Space Oddity de David Bowie, on est toujours avec Lucas. Et rebonjour. Rebonjour, véritable bibliothèque, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Et Lucas, je me disais, après justement cette belle conversation qu'on a eue, est-ce que tu voudrais pas nous lire un petit poème de toi ? Oui, avec grand plaisir. Super. Donc le poème s'appelle Rappelle-toi. Regarde-toi un instant et saisis le chemin parcouru. Souviens-toi des heures sombres et des pleurs dans le noir. Rappelle à ta mémoire les bribes perdues qui reprennent le goût d'enfin exister. Elles papillonneront pour toi, t'éclaireront sur le chemin, celui de la rédemption, celui de la guérison. Ton chemin, celui que toujours seul il te faudra affronter. Car pour enfin te découvrir, pour enfin t'accepter, il y a des moments qu'avec toi seul tu devras passer. Savoure-les et souviens-toi des arbres qui bourgeonnent et des bébés qui, pour marcher, tombent et retombent sans cesse. Nous sommes tous des enfants, ces mystérieuses lucioles qui découvrent. Nous apprenons sans cesse à vivre sur une terre qui demeure inconnue, la nôtre. Il nous faut la peupler de visages souriants, ces fébriles soleils qui revigorent dans la plus saillante obscurité. Apprenons ensemble à cultiver le désir d'être et le bonheur d'aimer. Retrouvons, main dans la main, le souvenir de ces minutes immortelles qui ont forgé nos heures, de ces journées mortes en secondes et de ces secondes agrandies par la mémoire. Rappelons-nous de ces phrases, de ces mots assassins qu'on a cru nous détruire et qui ont gravé nos pierres, avec lesquelles on s'est enfin décidé à construire nos vies de hasard et de destin, d'où perce enfin le bonheur d'être humain. Ah oui. Wow. Bravo. Merci. Donc oui, on retrouve... Oui, bravo. Merci, c'est adorable, mesdames. On retrouve l'enfance. Nous sommes tous des enfants. Il y a une image qui me... Alors, toutes les images m'ont touchée, mais comme je disais, c'est vrai qu'une première lecture de poème, il faudrait vraiment que je me concentre un peu. Mais la luciole, justement, on parlait de la nuit, que la luciole brille à travers la nuit. Ouais, c'est pour l'espoir. Ça, dans le jeu vidéo, le jeu vidéo The Last of Us, les lucioles. C'est un jeu vidéo que j'adore et qui m'a profondément touché, donc forcément que... Sinon, je pensais, moi, au tombeau des lucioles, mais voilà. Alors, moi, mais c'est vrai, pas les mêmes références. Mais voilà. Mais c'est un très beau film aussi, mais c'est vrai que la luciole, c'est une belle image. Et comme disait Émilie, c'est l'espoir. Et en plus, c'est vrai que ça parle tout de suite, ça touche tout de suite, ton poème. Merci à toi pour ce partage. Merci de m'avoir écouté. Et les auditrices et les auditeurs aiment toujours, en fait, qu'on lise des poèmes à l'antenne. Bien sûr. Parce que ça s'appelle du spectacle vivant. Oui, tout à fait. C'est vrai. Et c'est pas pour rien. Et Émilie, je sais, alors moi, ce que j'aime beaucoup avec Émilie, c'est qu'elle sens que ça vient. Elle a toujours des petits jeux comme ça, bien sympas. Est-ce que t'en aurais pas un par hasard là sur toi ? Si, mais j'en ai, bien évidemment, sinon je ne serais pas là. Je vais pas arriver les mains dans les poches. Bah, tu pourrais, parce que tu es toujours la bienvenue. Je n'ai toujours pas de jingle. Alors... Est-ce que tu... Attends. Portrait chinois, portrait pirate, faudrait pas que l'invité se carapate. Ouh! Wow! Voilà. La classe c'est beau. D'où la demande si carapate, ça se disait tout à l'heure. Voilà. Et tu veux continuer à faire un jingle alors que tu fais ça merveilleusement bien en impro. Oui, c'est vrai qu'en impro, elle est bien. Elle est forte. Et puis à chaque invité, au moins, c'est malléable. Oui, non, mais c'est vrai, tu peux. Et puis on fait pas appel à l'intelligence, on fait appel à l'humain. Oublie le jingle. Donc, on veut pas d'intelligence artificielle dans l'émission. Donc, c'est acté, Marie. Oui, c'est acté. Je fais le jingle improvisé à chaque fois. C'est parfait, c'est acté. Si tu étais un pirate romantique. J'imagine que je dois dire un nom de pirate.
Oui, et comme ça, tu pourrais nous en parler, parce que moi, je m'y connais pas trop en pirate. Ouais. Alors, à part Barbe Rouge, je crois, de mémoire, quand j'étais petite. Il et Johnny Depp, mais... et ce serait Bartholomew Roberts. Ok. Alors, j'aurais du mal à résumer simplement pourquoi lui, mais Bartholomew Roberts, il arrive à peu près à la fin de l'âge d'or de la piraterie. Et il est connu parce que il s'habille bien comme un autre pirate qu'on appelle Calico Jack Rackham, mais Calico parce que le calico c'est un type c'est un vêtement, voilà. Le calico. Et Bartholomew Roberts parce que déjà c'est celui qui a inspiré justement, on ne le sait pas toujours, mais le capitaine Crochet. D'accord. Et Bartholomew Roberts parce que c'est lui qui, dans un monde qu'on croit toujours en proie à l'anarchie, a aussi élaboré à son bord ce qu'on appelait un contrat de chasse-partie. Et le contrat de chasse-partie, c'était on ne fume pas, on ne boit pas, enfin tel or est réparti avec telle personne parce que machin. Et en fait, ce serait lui, parce que c'est toujours celui qui me parle le plus. Maintenant, il y en a plein qui me parlent. Mais j'aime aussi beaucoup tout ce qui est autour de l'utopie républicaine de Nassau, même si elle n'a qu'existé que très peu, et on a beaucoup romantisé ça, justement. Mais ce serait Bartholomew Roberts. Et il meurt un peu aussi tragiquement... dans une attaque de vaisseau contre un futur amiral. Donc, ce serait lui. Ok, on retient ce nom. Merci beaucoup pour les explications. Si tu étais une mer ou un océan? L'océan Atlantique, quand même. J'hésitais avec la mer Méditerranée, mais l'océan Atlantique. Parce que t'aimes les vagues, le vent Déjà, et parce que j'ai une profonde attirance vers l'ouest que je ne peux pas expliquer 10 secondes, mais voilà. Ok. On te réinvitera dans une émission si tu veux. D'accord. Et du coup, tu t'y connais pas mal en piraterie. Du coup, si t'étais un navire? Si j'étais un navire... un bateau, enfin plus globalement. Je serais peut-être... logiquement, puisque j'ai dit Bartholomew Roberts, j'aurais dit son navire, le Royal Fortune, mais... j'aurais choisi mon propre navire avec une appellation que j'ai toujours imaginée, mais par contre que je garderai pour moi. Oh zut. Ouais, quand même, parce que c'est quelque chose d'intime. Intime, c'est pas tant le souci, c'est que ça concerne une relation que j'ai eue et que voilà, je veux pas. Ok. Voilà, non, mais il y a pas de problème. Mais donc du coup, je pense que j'aurais pris mon propre navire, que j'aurais agencé selon mes propres désirs, selon mes propres... si c'est le tien, bien sûr. Évidemment. Si tu étais un trésor, ça L'amour. peut être immatériel, oui, voilà, ok. Oui, super. De tous les sens du terme, je précise, parce que l'amour, c'est l'amitié. Oui. Et si tu étais une chanson de marin, est-ce que tu en connais une? Oui. Si j'étais une chanson de marin, je dirais... alors, le titre est anglais. C'est The Parting Glass. Mm-hmm. C'est une chanson qui précise, du coup, le besoin de liberté, le besoin, justement, de s'évader et tout ça. Ce serait The Parting Glass. Ok. Retenez ça bien, les auditeurs et auditrices, parce que j'en connais quelques-unes aussi, mais j'ai pas les titres en tête, mais ça fait voyager. Tout à fait. J'adore la musique irlandaise. Et si pour finir, ta devise de pirate romantique? Oh. Il y en a plusieurs. Je citerai, je vais rester sur le même. Bartholomew Roberts disait une vie gaie et courte. Voilà ma devise. Ah oui, une vie gaie et courte. Okay. Ouais. Pour symboliser tout son panache, tout ça. Ouais. Ah, le panache. Ah, enfin. Après, Émilie n'a pas fini, je crois. Si, j'ai fini. Ah si, super, ça fait une belle transition. Merci à toi. Merci beaucoup. Ah, le panache. Moi, et non pas le panaché. Et non pas le panaché. Ça me fait penser à quelque chose. Tu as écrit un essai sur Edmond Rostand. Ouais. Donc en 2026 en plus, donc tout récent. Donc déjà, alors le titre, Edmond Rostand ou l'héritage du romantisme. Ouais. Donc pourquoi Rostand et pourquoi l'héritage du romantisme? Pourquoi ce titre? C'est-à-dire que je trouve que j'ai découvert quand même Rostand très tardivement dans ma vie. Je savais qu'il avait écrit Cyrano.
j'entendais parler de lui, mais j'allais pas, parce que j'ai besoin de temps pour la nouveauté. Moi, j'aime la nouveauté, mais j'ai besoin de temps. Et du coup, en fait, il fallait pour mon mémoire de lettres que je trouve un auteur sur lequel travailler. J'avais commencé par Petrus Borel et je me suis vite orienté vers Rostand parce que j'ai découvert de lui un recueil qui est pas connu, un recueil de poésie qui s'appelle Les Musardises, et dont je parle dans le bouquin que tu cites, et je te remercie de le citer. Et c'est un recueil de jeunesse, de poésie de jeunesse. D'accord. Et comme j'étais jeune, qu'il fallait que je parle de toute l'ambition de la jeunesse, j'ai dit ça va faire mouche. Et j'ai commencé à lire Les Musardises et j'ai évidemment lu Cyrano, j'ai vu Cyrano à la télé, pas au théâtre hélas, mais quoique j'aurais aimé être là en 1897 à la première, mais bon, tant pis. Ouais. Et donc du coup, j'ai lu. Et contrairement à beaucoup, moi je fais pas partie de ces gens qui disent qu'il faut parler de Cyrano. Parce que dans Les Musardises en 1890, t'as tout Cyrano avant Cyrano. Et en fait, moi j'aime beaucoup ce qu'il a écrit. Et j'aime beaucoup justement ce panache qu'il développe, notamment dans son discours d'entrée à l'Académie. Et qu'il illustre dans toutes ces pièces quasiment et c'est l'échec glorieux, c'est tout ça et ça a parlé pour quelqu'un qui comme moi, comme Cyrano finalement a aimé peut-être trop fort parfois, a parfois voulu aimer aussi par le truchement de quelqu'un d'autre et ne s'est pas senti non plus le courage ou de pouvoir aimer par ses propres moyens fut une époque. Donc ouais, et en fait Rostand c'est d'une richesse absolue, mais c'est aussi l'âme déconnectée dans un siècle triste, dans une fin de siècle triste, Rostand, parce que à partir du moment où les symbolistes sont passés, où les décadentistes arrivent, où on est dans le drame naturaliste, etc., on s'emmerde un petit peu, quoi. Et Rostand, il arrive, il sort un mec avec un gros tarin comme ça, qui dit ouais, mais voilà, dédié comme tous ils le font des versos financiers. Enfin, il arrive et il tranche parce qu'il est pas commun et il ravive un petit peu cette France qui à l'époque est triste parce qu'elle a perdu contre la Prusse et tout. Et en fait, c'est l'OVNI. Et moi, l'aspect OVNI, l'aspect singulier, atypique, logiquement, parce que c'est revendiquer sa propre originalité. Tout à fait. Donc oui, Cyrano, c'est vraiment un personnage qui t'accompagne. Oui, mais moins le Cyrano de Rostand que le vrai Cyrano, le personnage du XVIIe. Étonnamment, et c'est vrai qu'on m'entend souvent conspuer le Cyrano, enfin le terme est peut-être un peu fort, mais de mettre de côté, on va dire plutôt le Cyrano de Rostand, parce que je n'aime pas cette injustice qui a été faite à Rostand de ne retenir que Cyrano. Ça de toute façon. Parce que quand on dit Edmond Rostand, c'est qui ? C'est celui qui a fait Cyrano. Ah ouais, c'est un cap, c'est un pic. Et en fait, moi, je fais partie de ces gens qui participent très peu, mais quand même, parce que j'ai un site sur Edmond Rostand, edmondrostand.fr, qui participent à la mémoire. Enfin, je comprends tout à fait. Je suis en contact amical avec un biographe qui s'appelle Thomas Sertilange et qui fait des choses magnifiques sur Rostand et voilà. Mais Rostand, enfin c'est. Oui, c'est un peu sa malédiction finalement d'être attaché à une seule œuvre, comme certains artistes qui ont un tube. Enfin, par exemple, je sais que ça me fait penser, rien à voir, mais ça me fait penser à Nino Ferrer, qui en avait marre qu'on pense à lui avec le Sud, alors qu'il a fait des chefs-d'œuvre. Alors, le Sud, c'est très bien, mais qu'il a fait d'autres chefs-d'œuvre, etc. Et puis, Cyrano de Bergerac, c'est pas l'œuvre où Rostand s'est dit « Oh là là, je suis le plus heureux » parce que il voulait être connu, il voulait être... tout à fait. Voilà, mais reconnu. Voilà, mais le souci, c'est qu'à partir du moment où il y a eu le succès de Cyrano, il disait lui-même, Rostand, je ne suis pas l'homme heureux qu'on croit. Parce que déjà, c'était quelqu'un qui était profondément neurasthénique, c'est-à-dire dépressif.
juif. Et Rostand m'a touché dans son désir d'indépendance, dans son désir de liberté, et même si j'aime énormément d'autres auteurs, j'aime beaucoup Victor Hugo, j'aime beaucoup les romantiques, mais d'où le titre. Voilà, je ne voyais pas plus bel hommage que de raccrocher Rostand aux romantiques, d'autant que lui a été très vite lecteur de Musset par son père, qui était lui-même lecteur de Musset. Il a découvert Savinien Cyrano, Gautier avec un texte qui s'appelle Les Grotesques, où Gautier en 1844 reprenait tous les figures passées sous silence, comme des poètes comme Saint-Amand, qu'on connaît très peu aujourd'hui, mais Saint-Amand c'est génial parce que c'est celui qui te poétise et qui est capable de te poétiser un melon, mais qui est aussi capable de te poétiser un rot, quoi. Incroyable. Et quand on me dit oui mais Lucas t'es capable de parler très bien, et de l'autre côté tu dis merde putain chier, oui, parce que j'aime ce contraste, contraste entre la vulgarité et la classe, et c'est souvent ce qui agace les gens, mais je suis ça, je suis au sens pas j'incarne, mais je suivre. C'est toi quoi, c'est toi et puis voilà. C'est tout. Hein. Voilà. Exactement. Oui. Et ça résume très bien ce que je veux dire. C'est moi et puis c'est tout. Et puis c'est tout, oui, voilà. Oui, donc tu te sens proche du romantisme en fait. Ouais. Parfois à mon plus grand désarroi, parce que être romantique, c'est hélas... Parce qu'il faut le reconnaître, avoir beaucoup d'ego, c'est hélas se complaire dans une mélancolie qui pue ouvertement la merde, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je me permets de te couper parce que c'est une des questions que je voulais te poser dans mon interview plus tard, mais comme on est dedans, on y va. On y va quoi. Est-ce que tu peux expliquer aux gens, et moi ça m'interroge aussi, je lis un peu, je suis de nature mélancolique et romantique, je pense. Mais comment tu décris le romantisme, en tout cas dans la littérature En fait, c'est un mouvement qui a voulu s'opposer aux règles classiques qui avaient déjà été théorisées depuis le XVIIe, en fait. Avec Nicolas Boileau, tout cela, et en fait, il y avait des règles au théâtre qui commençaient à être surannées. Unité de temps, de lieu d'action. Voilà, tout ça, et à un moment donné, Hugo, il est venu, il a tapé là-dedans comme si c'était un ballon de foot, puis manque de peau, il a marqué un but, et et puis il a fait la préface de Cromwell. On l'oublie, mais Dumas a fait une première pièce au théâtre où ça a commencé à gueuler parce qu'il faisait un petit peu, pas ce qu'on voulait. Et puis après, et puis après, Hugo, il est venu avec Hernani, que je développe dans une de mes chroniques à Fadjet. Et en fait, ça a été la rébellion, mais c'était aussi le fait de redécouvrir, de voir les choses avec le cœur, etc. Ça veut pas dire pour autant que ce qui s'écrivait avant n'était pas fait avec le cœur ou pensé avec le cœur, mais là, il y a eu vraiment un vent de nature luxuriante, magnifique, l'épanouissement du moi, etc. Alors c'est clair que ça fait jamais trop rêver dans une société qui a peur de s'assumer, de dire que justement on ne fait que parler de soi, mais parler de soi c'est parler du monde aussi, donc du coup c'est clair que logiquement le romantisme pour moi c'est le berceau du rêve, c'est le berceau de l'incarnation, et c'est le berceau aussi de ce qui se fait de mieux dans l'acte rebelle de prise de position dans une société qui s'effondre. N'est-ce pas 2026 ? Ah oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et sur ces belles paroles, on va écouter ton deuxième choix musical, Lucas, alors c'est une chanson de Queen. Alors, excusez-moi pour mon accent anglais. These are the days of our lives. Et on se retrouve tout de suite après. Et rebonjour à toutes et tous, bienvenue dans Zeugma, l'émission 100% slam, 100% poésie. Et comme on a pu écouter tout à l'heure avec le jeu d'Émilie, tu es passionné par les pirates, en effet, et donc la même année, en 2026, tu publies un recueil de biographies sur les pirates de l'âge d'or. Peux-tu nous en dire un peu plus ? C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mot âge d'or. C'est quoi, en fait, l'âge d'or des pirates ? C'est la période... Alors, beaucoup de chercheurs se divisent à savoir quelle date c'est. En règle générale, on donne la plus grosse période pour éviter de contrarier, c'est 1650, 1730, quoi, voilà.
Cet âge d'or-là, en fait, c'est le moment où souvent on a une grande présence pirate, notamment dans les Caraïbes, mais ailleurs aussi, surtout dans les Caraïbes, du côté des côtes américaines. Et c'est une période qui parle beaucoup aussi à cette société contemporaine, parce que c'est une période où on est en fait souvent maltraité sur les navires, où il n'y a pas de bonnes conditions, où on est souvent esclave, mais pas au sens strict de marin, d'une Navy qui est assez dure, assez disciplinée. Et de toute façon, les marins, Navy ou pas, sont disciplinés. Même les pirates, même si ça boit beaucoup et ça hurle beaucoup, mais sont des gens très disciplinés. Pour tenir un navire, il le faut. Et en fait, c'est une période où la piraterie est à son max, parce qu'il y a beaucoup de guerres. Il y a un nombre de guerres qui s'accumule entre 1680 et 1720 qui est assez monumental, qui correspond, qu'on le veuille ou non, au règne quand même de Louis XIV, qui, pour faire la paix et son fameux rayonnement solaire, a quand même fait pas mal de guerres. J'en veux pas du tout à la monarchie, mais il faut quand même le reconnaître. Et donc, il y a eu toutes ces guerres. En fait, pour guerroyer, il fallait trouver aussi des gens qui pouvaient faire en soum-soum un petit peu les trucs qu'on pouvait pas faire à l'officiel. Et donc, on a commencé à recruter. Et puis, quand il y a eu une période de paix, logiquement, c'est vous nous avez bien servi, hein, mais maintenant vous allez dégager un petit peu, parce que on va pas dire on a fait de la merde et tout, voilà. Et en fait, il y a eu à un moment donné une réaction où on a dit ouais, mais là c'est pas possible. Et il y a eu une explosion de la piraterie à ce moment-là, parce que tous ceux qui avaient été renvoyés trouvaient pas d'emploi. Et en fait, il y a eu largement de la piraterie. Et donc du coup, c'est une période qui a été extrêmement riche de ce côté-là, même si il faut jamais oublier que des pirates restent des pirates. Ce sont des bandits, hein, quoi. Enfin voilà, mais des bandits qui, et faut quand même le préciser, sont quand même aujourd'hui la vision qu'on a du pirate, le perroquet, argue, etc. C'est le pirate romantique, hein. C'est le romantisme en lui-même. C'est Byron avec son corsaire qui est venu, on va dire, incarner le pirate tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qui passe par Pirates des Caraïbes, toutes les présentations qu'on a aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc l'âge d'or, c'est cette période-là de profusion de pirates. C'est fascinant ce que tu racontes. C'est fascinant, totalement. Et puis je suis en train de me dire. Suis. Oui, on me voyage ça y est, moi je suis sur le bateau, le bord du bateau, où je suis en train de nourrir le perroquet, je ne sais pas. Mais oui, et tu parlais du coup pour le commun des mortels, que ça a répercuté sur des films genre il y a Captain Hook, justement le capitaine Crochet t'en parlait. Pirates des Caraïbes, on a une affection, on a un amour particulier pour ces bandits, en fait. Parce que c'est l'amour de la transgression. Et encore plus aujourd'hui dans une société hyper qu'on veut de plus en plus contrôler. On a besoin d'échapper. Et c'est peut-être ça aussi, moi, qui m'anime, hein. Enfin, je veux dire, parce que je supporte pas qu'on me dicte ma loi. Hélas, parce qu'il faut parfois aussi le reconnaître, j'aime parfois aussi dicter la mienne. Donc, logiquement, c'est l'échappatoire la meilleure que de se reconnaître pirate. Et comme je fais un peu de costume et je fais un peu de ce qu'on appelle le cosplay, moi, j'aime pas me revendiquer cosplayer, mais j'ai le costume d'un des pirates, justement, de Pirates des Caraïbes, qui est Barbossa. Et j'adore faire des petites vidéos où je me double dessus, parce que j'ai découvert Pirates des Caraïbes dans une salle de cinéma mais privée, en fait, chez un ami de mon père, et il aidait à rénover un muret, et j'ai découvert Pirates des Caraïbes 2 puis le 1, et en fait je suis passé du coup à ce moment-là de Peter Pan à Pirates des Caraïbes, et ça m'a voilà, les costumes, la scénographie, etc. Les costumes sont géniaux, quoi. Au-delà de Johnny Depp, qui m'a toujours pas répondu à ma demande en mariage, mais t'auras peut-être un brouteur. Par contre,
si je puis me permettre, moi j'avais envoyé, alors c'est simple, hein, mais une demande d'autographe à l'acteur qui faisait Barbossa, et il m'a répondu. Ah ouais. J'ai un autographe encore aujourd'hui. Mon seul regret, parce que j'en ai un quand même, c'est de lui avoir envoyé un poster du 5e film qui est une bouse, une honte absolue. Oui, c'est vrai que le 5e film, il n'est pas... Voilà, c'est une honte, mais au moins j'ai un autographe, et voilà. Eh ben, écoute, mais moi je pense que la piraterie, quelle qu'elle soit, et à toutes les générations en fait. On travaille, tu travailles avec des enfants, moi je travaille avec des enfants. Oui. Le monde des pirates, ça reste quelque chose ça parle à tout le monde, de magique. Ça parle à tout le monde, en effet. Ouais. Mais moi, j'aime aussi parfois, parce qu'il faut le dire, reconnaître aussi une certaine forme de vérité historique. Les pirates sont des bandits. Et donc, comme tout bandit, ils ont été horribles, ils ont tué, ils ont violé, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Enfin, voilà. Il y a un film qui racontait la vie de Barbe Noire, où à un moment donné, il a essayé d'accepter ce qu'on appelait à l'époque, justement, de l'âge d'or, le pardon royal, et il a essayé de se ranger, Barbe Noire, et il a pris une femme, etc., etc. Il a eu quand même un nombre incalculable de femmes, mais à partir du moment où Barbe Noire a dit bon bah ça va bien, mais la vie à terre, je veux retrouver mon navire. Hélas, la femme, elle a fait le tour de l'équipage, si je puis me permettre. Donc voilà, hein, je veux dire, j'aime aussi quand même reconnaître que même si on esthétise la piraterie, même si c'est un profond désir d'affranchissement, on idéalise quand même des saloperies. Des salopards. Oui. Des salopards, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, non, bien sûr. Faut quand même le reconnaître. Non, mais c'est de l'ordre, comme tu le dis, de l'esthétique, bien sûr. Ouais. Et aussi, donc, t'es quand même quelqu'un d'hyper prolifique. On en parlait tout à l'heure, hein, Lucas. Et à la fois pas tant que ça, je trouve, tu vois. Ouais. Mais parce que j'écris peu, j'ai du mal à lire. Ouais. T'as sorti quand même 2 recueils d'un coup, même si ça, je sais que ça s'écrit quand même. Il y a une maturation, tout à fait. Ouais. Mais il y a aussi tes chroniques. On n'a pas parlé encore de tes chroniques, mais il y a les chroniques songeuses sur Radio Graffiti, les pastilles poétiques sur Radio Fadjet, et puis aussi tes chroniques sur Internet. Ouais, sur Kessel, oui, sur un site qui s'appelle Kessel, pardon. Et comment c'est né tout ça, ces chroniques? C'est justement ce besoin, en fait, d'écrire, mais peut-être des petites pastilles, etc. En fait, j'ai commencé avec un collègue que j'aime énormément. Je suis ému parce que c'est quelqu'un de formidable et avec qui je travaille encore, et c'est mon Flo qui m'a fait découvrir le monde de la radio, qui m'a d'abord interviewé dans son émission, qui est une émission de cinéma, où il m'a fait entre guillemets faire ma pub, parler de piraterie et faire ma pub sur justement le bouquin que j'ai publié là, que j'ai fait en auto-édition, et en fait je sortais en fait d'une rupture difficile, et je me suis dit j'ai besoin de m'incarner, j'ai besoin de dire des choses, et en fait j'ai commencé sur Radio Graffiti, qui est une très bonne radio. J'ai eu la chance ensuite de pouvoir aller en continuant à Graffiti aussi, hein, puisque comme tu l'as dit, j'ai les deux sur Fadjet, et en fait c'est un moyen théâtral d'expression. C'est clair qu'on aimerait aussi avoir la vidéo, mais la voix, on passe une émotion aussi par la voix. Et puis sur les chroniques textuelles, en fait c'est tout simplement parce que je voulais faire un concept de newsletter en fait, et le site de Kessel qui tient son nom de l'écrivain Joseph Kessel propose ça. D'accord. Et donc j'en ai écrit une sacrée paire. C'était à peu de choses près bimensuel. C'est ensuite passé mensuel, et j'ai ressenti le besoin après de mettre ça un petit peu entre parenthèses. Je dis pas point final, je dis entre parenthèses, parce qu'en fait j'avais plus d'idées. D'accord. Et c'est toujours très difficile pour moi d'en avoir, et je voulais pas, écrire pour écrire. Voilà, c'est ça. Et on commence à se trahir à partir de ce moment-là. Ouais. Et même pour les chroniques radio, faut pas croire que ça vient. Enfin, il y a des chroniques où je suis hyper inspiré. Quand vous me voyez écrire des chroniques sur les pirates, vas-y, comme on le disait tout à l'heure, vas-y, je suis avec le perroquet et tout. Et il y a des chroniques qui sont un petit peu plus compliquées. Et
je me souviens que la chronique que j'ai commencé à réaliser tout seul sur Graffiti, justement, c'était une chronique sur Jean Racine, et je n'ai jamais autant bégayé qu'en parlant de Racine. Et c'était peut-être un signe de, même si on a souvent... Ou un grand canard blanc. Oui. Un signe ou un grand canard... Bon, bref. Ouais. C'est la blague de mon amoureux. Dédicace, Rémi. Ouais. C'était peut-être un signe, je pense, mais ouais. Un signe qui prend racine. Ouais, exactement. Magnifique, voilà, comme Marie. ça, on garde les blagues. Voilà. Non, voilà. c'est plus qu'une blague, c'est un geste poétique. Mais bien oui, sûr. C'est vrai. À plusieurs, on va plus loin. Oui. Émilie, t'as pas un autre jeu? C'est pas forcément un jeu, c'est plutôt une interview. Bah vas-y. Et c'est l'interview d'Émilie. Alors, donc Petit du coup, jingle. il faut que j'improvise un jingle. Ok, c'est parti. Interview. Héros. Ah, si vous pouvez faire ça avec moi. Oui. Interview. Héros romantique. Oh, quel geste empanaché et divin. Écoute, j'applaudis. Merveilleux. C'est un métier. Je veux applaudir. Ouais. C'est un métier. Franchement, magnifique. Alors du coup, quand tu étais enfant, t'étais plutôt Batman, Barbe Rouge ou D'Artagnan? Quand j'étais enfant, j'étais plutôt les ennemis de Batman. Ah. Parce que quand je dis Batman, moi, c'est pas le héros qui me fascine, c'est la terreur que alors qu'il veut sauver la ville, il crée sans réellement le vouloir. En fait, c'est la fascination des timbrés qui deviennent ses ennemis. Donc, je dirais plutôt les ennemis de Batman. Ouais. On va continuer sur Batman. Pour le coup, chez Batman, il y a la nuit, la solitude, quand même beaucoup, la justice. Est-ce que finalement c'est un héros romantique? Oui, parce que Batman aussi a des liens, représente en fait. Encore une fois, on n'a rien inventé. Hein. Enfin, je veux dire, la représentation de Batman. Avant Batman, c'est Zorro. Zorro, c'est celui qui essaie de sauver les faibles. Et vous avez des représentations. Le Comte de Monte Cristo de Dumas, qui est une œuvre immensément romantique. Et d'ailleurs, l'adaptation avec Pierre Ninet l'a montré. Enfin, je veux dire, je dirais pas que c'est forcément la meilleure adaptation, mais on sent, et c'est ça qui m'a plu dans le film-là, c'est qu'on sent toute l'empreinte romantique. Et en fait, c'est immensément un héros romantique, logiquement, hein. Plus que tout autre. Ok, merci. Dans l'univers d'Edmond Rostand, il y a du panache, de la tragédie, de l'amour, hein. Et du coup, qu'est-ce qui te ressemble le plus? Je dirais quand même l'amour. Parce que je me définis par ce que j'aime. J'aime souvent de trop, j'ai pu aimer de trop, j'ai pu aimer mal, j'ai pu aimer très bien. Tu pues l'amour, quoi. Mais j'ai aimé... Ouais. Alors, je sais que je passe toujours pour un cucul à praline quand je dis ça, mais... Non, c'était pas mal, c'était pas du tout ma remarque. Pas vous, mais de manière générale, je le sais, mais je le revendique parce que je préfère être trop aimant que pas assez aimant. Et on aurait dit la tirade, comme tu as parlé de Musset tout à l'heure, de Perdican, dans On ne badine pas avec l'amour. Oui. Sur l'amour. Ouais. Bon voilà, ça m'a fait penser à ça. Ouais. Très belle tirade. Non, ouais, l'amour. Ouais. T'es plutôt du genre à chercher un trésor ou à écrire la carte qui y mène? Écrire la carte. Parce que c'est le voyage qui compte, pas la destination. C'est beau. J'avais encore plein de questions, je les recherche. Si la poésie était une arme de pirate, ce serait quoi? Plutôt un sabre, un couteau, un canon. Un canon. Ok. Pour la puissance de feu. Oh. D'où la métaphore. Ouais. Alors, ton imaginaire navigue entre navigue littéralement. Pirate, entre pirate, poésie, héros masqués, etc. Est-ce que c'est pour toi un voyage ou une fuite? Les deux.
Un voyage. Docteur Émilie. Ouais. Non, mais moi. Et sinon, votre thérapie, ça se passe comment? Non, mais moi, j'adore ça. Donc, tu me lances sur des trucs parfaits. Ah, mais c'est un voyage. C'est un voyage parce que tu visites des choses inconnues que tu n'aurais peut-être pas osé visiter autrement. Et voilà. Mais c'est une fuite aussi parce que c'est une fuite de ce que tu détestes le plus. C'est une façon de pouvoir te rassurer dans un monde qui t'effraie. Voilà, c'est ça. Et puis je parlais de mon amour du personnage de Barbossa. Barbossa, ce pourquoi je m'en suis aussi toujours méfié de cet amour-là, c'est parce qu'il représente tout ce que... Je vais pas dire tout ce que j'aime pas, mais il représente ce héros traqué par le destin, cet anti-héros traqué par le destin, et il est autant fascinant que Jack Sparrow quand même, déjà parce que l'acteur qu'il campe joue très très bien, Geoffrey Rush, mais il y a aussi cette quête immensément de vouloir contrôler son destin, qui est pour moi, moi je suis quand même quelqu'un qui suit beaucoup dans le contrôle, parce que bon, on va pas trop parler astro, mais je suis quand même taureau, donc moi j'aime bien le confort et contrôler. T'as des cornes. Donc voilà. Alors oui, si ça peut être dans. Non, je veux dire l'animal. Oui, voilà. Donc un taureau, un bélier. Moi je suis une rêveuse. Je suis un petit poisson. T'es un petit poisson. Mais donc du coup oui, c'est un voyage, c'est une fuite. Mais de toute façon, j'aime beaucoup une phrase d'Haraucourt qui disait que partir, c'est mourir un peu. Donc dans chaque voyage, il y a forcément une fuite de quelque chose. Okay. Et donc l'un ne va pas sans l'autre. J'ai une toute dernière question. Merci pour ta réponse, c'est très touchant. Oui. Je chiale souvent. Là, ça commence à monter. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, en 2026, le romantisme est-il un acte de résistance? Oui, mais ça doit aller au-delà du romantisme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas dans la poésie, qui doivent se dire mais il est content de nous parler d'Hugo, tout ça, mais moi la poésie j'en lis jamais, ou alors tout simplement même des personnes lettrées qui sont plus intéressées par les romans et tout ça, et je le comprends tout à fait, mais moi ce qui m'intéresse c'est mes jeunes par exemple, pour parler de mes étudiants, je leur parle d'Hugo, ils disent oui il est, on sent qu'il est inspiré, c'est magnifique, on vous sent passionné, mais c'est pas avec Hugo que je vais les entraîner. Hugo c'est la base de tout ça, Rostand c'est la base de tout ça, mais il faut aussi trouver quelque chose qui sorte contemporain. L'élan dans le romantisme, c'est ça qu'il faut conserver, mais c'est pas avec des mots qu'on va arriver à révolutionner, même si le mot est important dans une passion, dans un espoir, mais c'est surtout par la force qu'on va mettre dans l'acte de résistance qui est aujourd'hui de vivre sereinement. Et c'est pour ça que je suis souvent très, dans mes chroniques radio, très... Bon, il y a eu plus engagé que moi, ça c'est une certitude, et j'aime pas, moi, me revendiquer engagé, mais j'aime pas cette société qui sans qu'elle se prononce vraiment, veut nous dire tu seras comme ça. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de démocratie, de tout ça, c'est une chose immensément importante, mais on la souille à chaque fois qu'on prononce son nom, tellement on l'incarne mal. Et alors c'est clair que ce sera toujours mieux que les démocraties athéniennes où il y avait des esclaves et des trucs comme ça, et ce sera toujours mieux que des fausses démocraties aujourd'hui qui se veulent dans le monde et qui se réclament démocratie, qui ne le sont pas, mais qui le disent là cette fois-ci un petit peu plus honnêtement, mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui on soit dans un monde qui valorise l'élan. Par contre on va le dire, et c'est d'autant plus hypocrite, c'est-à-dire qu'on va on le pense pas, mais on va le dire quand même, et ça c'est du poison, ça c'est dégueulasse, j'ai envie de cracher. Crache dans ton verre. Oui, j'ai compris. Non, mais c'est vrai qu'en fait, Lucas, on pourrait parler des heures avec toi. Hein. Et là, je vois l'heure qui défile. Malheureusement, on touche à la fin de l'émission. Ouais. Mais comme on touche à la fin de l'émission, j'aimerais quand même que tu nous lises un deuxième poème, si tu veux bien. Ok. Alors, en fait, ce poème-là, il s'appelle « Les larmes du passé ». Comme ça, on clôt avec... Avec les larmes. Oui, alors je dirais plutôt le rappel... Le passé. Le passé. La fuite vers l'avant pour aller vers l'après. Oh. Alors, du coup, le poème s'appelle « Les larmes du passé ». Les larmes de notre passé sont les leçons de notre avenir. N'ayons pas honte, pleurons, car les démons derrière nous contiennent les derniers récifs de notre mer agitée.
Oh, combien ai-je retenu de mes tourments, à ravaler mes peurs, à dissimuler mes tristesses, en mendiant un peu de gloire à l'avenir que je voulais pour moi pavé d'or. C'est mon présent qui a laissé couler les bourrasques détraquées des désespoirs de mon passé. Je cachais mes cicatrices à qui voulait les découvrir. Ne nous leurrons pas, lecteurs, elles resteront. Nous aurons toujours une pensée pour les larmes de notre passé. Un traumatisme d'enfance, une dispute avec maman, un ami ou une amie qu'on a trop aimé et à qui on a laissé croire l'amitié, pour auprès de soi et dans ses bras bien la garder. Des regrets, des remords, de quoi toujours se détruire à trop les déterrer. Gardons les bons souvenirs, le reste, laissons-le partir. De l'enfance, gardons les jeux, l'innocence et les vélos dans les cours. Par beau temps, allègrement, ne retenons pas par fierté les larmes de notre passé. Peut-être même trouvera-t-on, dans nos malheurs diluviens, à force de recul et de leçons, mine de rien, un peu de nostalgie, pouvoir un jour se dire « Ce furent mes expériences, du tout, surtout du rien, j'ai vécu, j'ai appris, merci pour cela. » Lecteurs, soyons entre nous francs et honnêtes, mais aussi avec nous-mêmes, et laissons couler les larmes de notre passé. Un jour, on se surprendra peut-être à envier les jours qu'on croyait sombres et tourmentés en se disant « Voici ce que je fus, voici ce que je suis », l'exact contraire ou du pareil au même, un peu de recul par-ci, par-là, et toujours nous, finalement. On pourrait presque nous retrouver, petit enfant. Non, vraiment, laissons couler les larmes de notre passé. Trouvons dans le désastre installé de quoi sourire devant l'éternité. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Je trouve que conclure là-dessus, c'est très beau. Ouais, et pour, tu vois, ça me fait penser que en t'écoutant, que la larme pour moi, c'est vraiment une réflexion, mais là tout de suite, la larme est éternelle en fait. Tu vois, ça sort, ça glisse, ça coule, ça s'évapore. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention où on la dépose et avec qui. Et avec qui, tout à fait. Oh, quelle belle fin, quelle belle fin. Je t'adore, Lucas, je t'adore. Marie aussi, je pense. Ah bah oui. Ouais, c'était chouette. Ouais, c'était vraiment chouette. Et justement, je te laisse le mot de la fin. Donc déjà, qu'est-ce que tu aimerais dire comme conclusion, mais aussi où est-ce qu'on peut te retrouver et trouver tous tes livres, etc., que les auditrices et les auditeurs puissent justement te découvrir. En fait, pour retrouver mes bouquins, en fait, on peut aller sur différents liens, ne serait-ce que... Alors, j'aime pas trop citer, mais à Amazon, par exemple, où vous tapez Edmond Rostand, l'héritage du romantisme, même si, étonnamment, c'est un bouquin dont je suis fier, mais que je conseille peu, parce que c'est très scientifique. Je conseille plutôt le bouquin sur les pirates, qui est plus accessible quand même, il faut l'avouer malgré tout, voilà, mythologie, alors c'est un peu long et un peu voilà, mais mythologie personnelle et utopique des plus fameux pirates, c'est un nom que j'ai pris de Defoe, enfin de celui qu'on croit être Defoe, l'écrivain de ce bouquin, Histoire générale des plus fameux pirates, mais on peut trouver ça sur Amazon, vous me retrouvez sur Fadjet ou sur Graffiti, alors Graffiti tous les derniers lundis du mois à 19h et Fadjet tous les derniers mardis du mois à 19h, et puis vous me retrouvez aussi sur internet, vous me retrouvez dans les rues quand j'ai la patience de sortir et d'affronter le bruit du monde. Parfait. Et vous me retrouvez un peu partout, vous me retrouvez voilà. Super. Je sais pas où, un peu partout, voilà. En tout cas, c'était vraiment super intéressant. Merci à toi, Lucas. Ouais, merci à vous. Oui, mais c'est pas merci à moi, c'est merci à vous, parce que si on a pu parler, c'est parce que vous avez eu la gentillesse de m'inviter. Je vous en remercie vraiment. Avec grand plaisir. C'est normal. En tout cas, tu es le bienvenu. Merci. Tu viens quand tu veux. Enfin, tu connais la maison, mais tu es le bienvenu dans l'émission. Voilà. Et donc, t'es le bienvenu. Et merci à toi, Émilie, pour tes remarques pertinentes, ton don de l'improvisation. Je sais pas, moi, j'arrive à chaque fois un petit peu avec mes deux petites valises où je fais pas grand-chose. Merci à Lucas. Alors, à chaque émission, je suis toujours très émue, mais là particulièrement. Marie m'a envoyé les liens en me disant voilà l'invité. J'ai commencé à regarder, je me suis dit waouh, on passe de Batman à la piraterie. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce con là? En toute honnêteté, je me suis pas posé la question, je me suis pas dit ça, mais je me suis dit waouh, où on va? Et en même temps, après relecture,
après aller avoir tout fouillé. coïncide. Mais bien sûr, il y a toujours un lien, il y a toujours une synchronicité. Merci Marie de m'avoir proposé de venir encore dans cette émission. Bravo à toi, surtout Marie. Oui, bravo à toi. Merci beaucoup. Mais vous êtes les bienvenus et bravo à vous. Ça me touche beaucoup. Merci. Et puis on adore, nous, les profils atypiques. C'est ce qu'il y a de mieux. Paraît-il. Voilà, ouais. C'était beau. C'était... comment on pourrait... C'était romantique. C'était romantique, ouais. Eh bien, merci à Lucas encore, merci à Émilie, merci aux auditrices et aux auditeurs. N'oubliez pas de rêver, soyez des pirates, mais des pirates gentils. Et soyez songeurs, et soyez réveillés aussi. Au revoir tout le monde. Au revoir. Salut. Au revoir à toutes et à tous.